bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qui fait partie du quotidien de beaucoup de monde, les applis de rencontres. Ah oui, sujet incontournable. Tout le monde ou presque les utilise, mais bon, soyons clairs, trouver vraiment chaussure à son pied là-dessus, c'est pas si simple, hein. On a plutôt l'impression d'y laisser des plumes parfois. On va essayer de comprendre un peu pourquoi. Notre idée, c'est de décortiquer un peu les mécanismes cachés, psychologiques aussi, qui font que ces plateformes sont souvent source de frustration, voire de dynamique un peu toxique, non? C'est ça. Pourquoi ça matche si peu au final, alors qu'il y a des millions de personnes dessus? Exactement. Alors pour ça, on a regardé pas mal de choses. Des analyses psy, des stats d'utilisation assez folles, des avis d'experts en relations humaines. Et même une approche alternative tirée d'un guide pratique qui propose autre chose. Tout à fait. Le but ici, c'est pas de juger, mais vraiment de comprendre comment ça marche en profondeur, au-delà du swipe. Quels sont les ressorts qui nous accrochent? Et surtout, quel impact ça a sur notre vision de l'amour, des relations, et même sur nous, quoi. C'est ça. On va voir ce que les chiffres et la psycho nous disent là-dessus. Allons-y. Parfait. Bon, pour démarrer, rien de tel que quelques chiffres bruts. Ça donne tout de suite une idée du truc. Et franchement, il y a des chiffres assez saisissants. Ah oui, souvent on sous-estime. Alors, premier chiffre qui marque, trouvé dans plusieurs études, seulement 6% des utilisateurs trouvent une relation durable via ces applis. 6%. C'est très peu. Et ce n'est pas tout. Après 3 mois seulement, 70% se disent frustrés ou même épuisés. Carrément. Ça interpelle, non? Oui, ça montre bien un décalage. Et si on regarde le taux de conversion réel, genre du match à une vraie relation qui s'installe, Ah oui. les analyses parlent de moins de 1%. Moins d'1%. Ça montre le fossé énorme entre l'utilisation massive et le résultat espéré par la plupart des gens. C'est fou. Et le temps qu'on y passe, en moyenne, 90 minutes par jour. 1h30. Oui, avec environ 140 swipes par session. Balayer 140 profils. Et le plus dingue, c'est que presque un tiers des gens, 30%, avouent utiliser ces applis juste par ennui. C'est ça. Moins une recherche active qu'une distraction. Et il y a un autre truc important, le déséquilibre homme-femme. Ah oui, j'allais y venir. Souvent, on est autour de 75% d'hommes pour 25% de femmes. Carrément, ouais. Oui. Et ça change tout. Les femmes sont noyées sous les likes 10 à 20 fois plus que les hommes. C'est ingérable. Waouh. Et de l'autre côté, tu as une énorme majorité d'hommes, on parle de 78% dans certaines études, qui n'ont quasiment aucun match, zéro. Ah ouais, dur. Donc d'entrée de jeu, tu as un environnement hyper compétitif et inégal. Ça teinte toute l'expérience. Ok, le décor est planté. Maintenant, allons voir dans nos têtes. Qu'est-ce qui se passe quand on swipe comme ça? On parle beaucoup du paradoxe du choix. C'est quoi ce truc? Trop d'options, ça nous bloque. C'est exactement ça. C'est Barry Schwartz, un psychologue, qui a mis le doigt là-dessus. Face à cette avalanche de profils, cette impression d'infini. Oui. Notre cerveau bug un peu. On se dit toujours peut-être que le prochain est mieux. Du coup, on s'investit moins dans chaque interaction. Pourquoi s'attarder si la perle rare est juste après? Logique, mais pervers. Voilà. Et ça dévalorise chaque personne, une option parmi d'autres, jetable. On cherche une perfection qui n'existe pas, au lieu de construire une vraie connexion. Trop de choix tue le choix, en fait. Et ce geste, le swipe, on dit que c'est comme une machine à sous. C'est juste une image ou il y a un fond de vérité neuro? C'est plus qu'une image, c'est neurologique. Chaque swipe, c'est une mini-décision, une attente. Et le match, cette petite victoire, ça libère de la dopamine. Ah, la fameuse dopamine. Exactement le même circuit que les jeux d'argent, les notifs Facebook, certaines drogues. Le problème, c'est que ça rend accro. Pas l'amour, accro à l'appli elle-même, au geste. Au petit boost du match. C'est ça. Et ce boost est super court, genre 30 secondes. Donc faut reswiper pour avoir sa dose. On est conditionné comme un rat dans une cage qui appuie sur un levier. C'est un peu ça le premier choc. Ça joue sur notre cerveau comme un casino. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos, dit comme ça. Et tout ça, le choix infini, la dopamine, ça mène pas à une sorte de marché de l'humain? On fait ses courses, quoi. C'est la critique principale, oui. Le format lui-même nous pousse à ça. Quelques photos, une bio rikiki, le jugement est immédiat, basé sur l'apparence. C'est très réducteur. Carrément. On devient des produits sur un catalogue. On compare, on évalue, c'est déshumanisant au fond. Et est-ce que c'est ça qui explique le ghosting? Disparaître comme ça, sans rien dire? Les chiffres sont fous. 80% des gens l'ont vécu ou fait. Il y a un lien direct, oui. C'est plus facile de ghoster en ligne. Pas de conséquences sociales directes, comme dans la vraie vie. Pas d'amis communs pour te regarder de travers. Exactement. Et avec l'impression d'avoir des milliers d'autres options, couper court, même brutalement, ça devient plus simple psychologiquement que d'avoir une conversation, même courte, mais respectueuse.
Triste. Oui, et ça banalise l'idée que les gens sont interchangeables. Ça abîme les codes de respect mutuel. Ok, donc on a la psycho individuelle, mais les sources parlent aussi d'un truc plus profond, le business model des applis. Et là, c'est intéressant. Oui, là on touche au cœur du problème, selon beaucoup d'analyses. Il y a un conflit d'intérêts énorme entre le but affiché, t'aider à trouver l'amour, et le but réel de l'entreprise, faire du profit. Comment ça? Ben, c'est simple, hein. Si tu trouves l'amour rapidement et que tu te désinscris, l'appli gagne plus d'argent avec toi. Ouais, vu comme ça. Donc leur intérêt économique, c'est que tu restes le plus longtemps possible, que tu continues à chercher, à espérer, et si possible à payer. Payer pourquoi? Pour voir les pubs, plus tu restes, plus t'envoies. Pour les abonnements premium, voir qui t'a liké, swiper sans limite, ou pour acheter des boosts pour être plus visible. D'accord. C'est l'engagement, le temps passé, la frustration même qui pousse à payer qui sont leurs indicateurs clés. Pas le nombre de couples heureux qui partent. Le succès de l'appli est potentiellement l'inverse de ton succès amoureux. C'est ça le hic. Et ça marche financièrement parlant? Tinder, c'est 1,8 milliard de dollars par an. Et les gens payent entre 15 et 30 euros par mois en moyenne pour les options. C'est une industrie énorme, oui. Et cette logique, elle peut même influencer comment l'algorithme fonctionne. C'est-à-dire? Certaines sources parlent de shadow banning. L'idée, c'est que l'algo pourrait réduire ta visibilité si tu es en gratuit pour te frustrer, t'inciter à payer. Malin et tordu. Ou alors te montrer de temps en temps des profils super canons mais inaccessibles juste pour te garder accroché. Ou cacher tes meilleurs matchs derrière un paiement. Le truc, c'est que si c'était trop facile de trouver l'amour, le business s'effondrerait. Logique implacable. Bon, tout ça mis ensemble, quels sont les effets sur nous à force? On parlait d'estime de soi. Oui, c'est un des effets les plus nets. 62% des utilisateurs disent se sentir moins bien dans leur peau. C'est énorme. Pourquoi? La comparaison? Oui, la comparaison constante avec des profils idéalisés, filtrés, mis en scène. Tu te sens vite nul à côté. Et puis, le rejet. Même virtuel, même anonyme. Les swaps à gauche, les messages sans réponse, le ghosting. À force, ça pèse. Ça invalide. Et sur la santé mentale en général? Anxiété, dépression? Les études montrent des corrélations, oui. Plus d'anxiété chez les utilisateurs réguliers, genre 33% de plus. Et un lien avec des symptômes dépressifs. Surtout chez les hommes qui ont très peu de matchs, ça peut être très dur à vivre. Mais je comprends. Et puis, le sentiment d'être un objet, de consommation ou sexuel. Ça, c'est très rapporté aussi. Surtout par les femmes. Ça crée un vrai mal-être. Et un truc qui m'a marqué aussi, c'est l'idée que ça pourrait abîmer nos compétences pour draguer ou créer des liens dans la vraie vie. C'est possible, ça? C'est une crainte exprimée par plusieurs experts, oui. L'habitude de l'instantané, du jugement sur photo, de jeter facilement. Ça pourrait nous désapprendre certaines choses. Comme quoi, par exemple? Peut-être la capacité à flirter de manière plus subtile, moins directe. La patience aussi. Tolérer l'incertitude du début d'une relation, les non-dits, le temps que ça prend pour construire quelque chose. On devient impatient, hein? On peut le devenir, oui. L'appli nous habitue à la gratification ou la frustration immédiate. La vraie vie, c'est plus lent, plus complexe. Ça demande plus d'efforts, de nuances. On risque de perdre un peu ces compétences-là. C'est fou tout ça. Si on prend encore un peu d'auteur, est-ce qu'il y a des raisons encore plus fondamentales pour lesquelles ce modèle d'appli serait pas terrible pour trouver l'amour, le vrai, le durable? Oui, il y a plusieurs coins structurels qui coincent. Le premier, c'est que l'amour, la vraie connexion, c'est rarement basé que sur une photo. C'est sûr. Les applis misent tout sur l'attraction immédiate, alors que ce qui fait tenir un couple, c'est la compatibilité de valeurs, de projets, l'humour, l'alchimie. Des trucs qu'un profil peut pas montrer. Ça se découvre dans l'interaction, avec le temps. Et le contexte de la rencontre aussi. Ça compte énormément, non? Absolument. Rencontrer quelqu'un via des amis, au sport, au boulot, ça crée un contexte naturel, détendu. On a déjà un truc en commun pour parler. Il y a une sorte de validation sociale. Alors que sur l'appli, C'est artificiel. Hyper focalisé sur la séduction, l'évaluation, ça met une pression dingue. C'est souvent anxiogène. et puis il y a l'intention des gens, hein. C'est pas toujours clair, hein? C'est le troisième gros problème. Sur le papier, tout le monde cherche l'amour. En vrai, c'est le bazar. Il y a ceux qui cherchent juste un coup de boost pour l'ego, Les collectionneurs de matchs? voilà, ceux qui tuent l'ennui, ceux qui sont pas célibataires en fait. Et même parmi les autres, combien sont vraiment prêts, disponibles émotionnellement pour s'engager? Pas tant que ça souvent. Du coup, beaucoup de décalage et de déception. Exactement. Entre ce qui est affiché et la réalité, il y a un monde. Ce tableau est
Assez sombre. Et il est confirmé par des experts connus d'ailleurs. Helen Fisher, l'anthropologue qui a bossé pour Match.com, Oui, elle dit que les applis sont juste un outil d'introduction, un catalogue, mais que ça fait pas le boulot de tomber amoureux à notre place. et Esther Perel, la thérapeute de couple. Elle est cash. Le swipe est l'ennemi de l'engagement. Ça nous transforme en consommateurs de relations, toujours à chercher mieux ailleurs, au lieu d'investir là où on est. Et une autre chercheuse, Samantha Joel, dit carrément que les algos ne peuvent pas prédire la compatibilité, que c'est trop complexe, l'alchimie humaine. Voilà. L'idée que l'algo va trouver ton âme sœur, c'est du marketing, pas de la science. Bon, le constat est rude. Mais alors on fait quoi? On jette tout? On devient cynique? Les sources parlent d'une alternative, non? Oui, heureusement, il y a d'autres pistes. L'une des sources, un guide, propose une approche à contre-courant. L'idée, c'est de laisser tomber le swipe passif en attendant que l'algo décide. Et de faire quoi à la place? De miser sur l'intention consciente. Reprendre le pouvoir, en fait. Être actif. Ça commence par un vrai travail sur soi. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Pas juste un partenaire, mais quel type de relation je veux vivre et qu'est-ce que je suis prêt à y mettre? Changer le focus, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça. Le but n'est plus de trouver quelqu'un à tout prix, mais d'attirer la bonne personne en étant clair avec soi-même. Intéressant. Et concrètement, ça ressemble à quoi cette méthode du guide? Le cœur du truc, c'est d'écrire une lettre. Une lettre à son futur amour, comme s'il ou elle était déjà là, ou presque. Une lettre? Pour dire quoi? Bonne liste de courses, hein? Plutôt exprimer qui tu es vraiment, tes désirs profonds pour la relation, les qualités humaines que tu recherches, genre la gentillesse, l'humour, la curiosité, et surtout ce que toi, tu t'engages à apporter. C'est un exercice d'introspection et d'alignement, avant tout. Ok. Et cette lettre, on en fait quoi? On la garde. Le guide propose de la publier, pas sur Facebook, hein, mais dans un espace dédié, en ligne, anonyme et gratuit, appelé un coffre de lettres sacrées. Un coffre. Pourquoi la publier? L'idée, c'est pas forcément de trouver quelqu'un directement par la lettre, même si ça peut arriver. C'est plutôt d'ancrer ton intention, de la rendre concrète, de te signaler à toi-même, et à l'univers si tu veux, que t'es prête et claire. C'est symbolique en quelque sorte. Oui, et ça peut aussi, dit Sive, te permettre de tomber sur d'autres personnes qui sont dans la même démarche, sur la même longueur d'onde, loin de la superficialité des profils habituels. C'est une approche basée sur l'authenticité, la vulnérabilité assumée, l'intention. C'est radicalement différent du volume et de la validation externe des applis. C'est une piste à explorer, c'est sûr. Donc, si on résume un peu tout ça, les applis de rencontre, c'est hyper populaire, facile d'accès. Mais structurellement, elles semblent plus faites pour nous garder captifs via la dopamine, le choix infini, le modèle économique, que pour nous aider à trouver l'amour durable. Voilà. Le paradoxe du choix, la marchandisation, le ghosting, ça crée une expérience souvent frustrante, décevante et qui peut même nous abîmer un peu. Exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est pas de les jeter forcément, elles peuvent servir, mais il faut être hyper conscient de comment ça marche, des biais, des limites. Pour les utiliser plus intelligemment. Exactement, Ou choisir autre chose. c'est ça. Comprendre les mécanismes, ça permet soit de s'en protéger un peu, d'avoir des attentes réalistes, soit de se dire « Ok, c'est pas pour moi, je cherche autre chose ». Que ce soit revenir aux rencontres à l'ancienne ou tester des approches plus introspectives comme celle de la lettre, si le but c'est vraiment une connexion profonde et respectueuse. Et ça nous laisse avec une question pour finir, un peu pour faire réfléchir. Pourquoi on accepte si facilement de déléguer un truc aussi intime, aussi important que la recherche de l'amour à des algos dont le but premier faut être lucide et commercial? Pourquoi on externalise ça? Bonne question. Voilà, matière à réflexion. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous. C'était dense. Merci à toi. Oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde.